Un jeune Gacon, ou Gascon, je sais plus exactement comment ça se prononce, sort de son terre-terre pour s'engager chez les mousquetaires. Il a un tout petit problème de relations humaines, et se frite dès ses premières heures avec 3 de ses camarades plus âgés. On y retrouve une James Bond girl, le gars du chant du loup, le type de l'arnaqueur, la lanceuse d'alerte de novembre, la Kaira de la haine, et Pio Marmaille. C'est avant tout l'œuvre littéraire qui a inspiré le logo d'Intermarché. On parle bien sûr des 3 mousquetaires. Bienvenue dans Silence, ça retourne, le podcast qui retourne les films cultes du cinéma. Cette semaine, on retourne, comme prévu, les 3 mousquetaires de Martin Bourboulon, sorti en avril dernier, et qui aura droit à une suite en fin d'année. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les autres plateformes si l'épisode vous a plu. Silence absolu dans le corps des mousquetaires. Ça retourne. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mais qui êtes-vous? Je suis la vengeance. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Ils vont voir avec moi. Et vous, là, qu'est-ce que vous faites? Ça sent la vioque qui se néglige. Qu'est-ce que tu marmonnes? T'as une bite dans la bouche? Pas très subtil. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. Viens avec moi si tu veux vivre. Je vous prépare la batte-moto, monsieur. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Splendide! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast sur les 3 mousquetaires. 3 mousquetaires d'habitude. Là, les 3 mousquetaires, vous les connaissez. pas où ils sont. Là, j'ai qu'un seul mousquetaire avec moi, c'est Simon. Bonjour. Bonjour Simon. D'habitude, on est 3, il y a Vincent avec nous. Je suis un jeune Gacon aussi. T'es un jeune Gacon ? Oui. Ouais, mais pas Gascon. Non. D'habitude, il y a Vincent qui est avec nous. Là, c'est lui qui s'occupe de la réalisation de l'épisode. On lui fait un petit coucou, on le remercie Bonjour pour Vincent. ça. Il nous fait des belles images pour nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne quand vous écoutez l'épisode. On aura certainement partagé quelques images. Donc on est quand même les 3 mousquetaires, mais finalement il y en a que 2 qui vont avoir la parole. Simon, je commence direct. T'as pensé quoi de ce film ? Alors moi, j'adore les films de cap et d'épée depuis mon plus jeune âge. Donc, je suis difficilement insatisfait de ce genre de film de base. Et là, moi, j'étais très enthousiaste à l'idée de voir ce film parce que les grosses productions françaises ne courent pas forcément les rues. On est toujours qualifié de cinéma toujours très indépendant et puis d'auteur un petit peu. Et moi, j'aime bien un petit peu quand on célèbre ses héros. Et moi, ça m'a rappelé des bons souvenirs et du coup, j'ai kiffé, tout simplement. Je me doutais que t'avais bien aimé ce film. Moi, j'avais été le voir. Moi, pour le coup, j'ai été le voir 2 fois les 3 mousquetaires. Je me doutais que t'allais bien aimer parce que toi, t'aimes bien des films comme ça. Et une de tes rêves, c'est Zorro. Et j'ai trouvé je trouve qu'on retrouve pas mal de trucs de Zorro dans ce film. Alors, j'ai été le voir 2 fois. Une fois en avant-première, donc c'était en février. Et une autre fois pour me le remémorer. T'avais vu le casting hier. Et j'avais vu le casting exactement. Et ce qui était intéressant, donc en voyant le casting, donc il y avait Pio Marmaille, il y avait Vincent Cassel, il y avait François Civil, Romain Duris et le réalisateur Martin Bourboulon. C'était intéressant pour 2 choses de voir le casting. Déjà parce qu'il est sorti en avril, comme je l'ai dit, et ils ont fait la promo en février. Et je trouve que c'est assez singulier finalement d'avoir décidé d'anticiper autant et d'aller voir en salle les spectateurs répondre à leurs questions. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je sais pas si tu as les stats d'entrée, Simon, ou si ouais, j'ai les stats d'entrée. Ouais. Mais moi, je suis très intéressé de savoir, par exemple, combien avec cette stratégie les 3 mousquetaires ont fait d'entrée, sachant qu'il y aura un 2e épisode, c'est-à-dire que les entrées vont pouvoir être multipliées par 2 finalement sur une seule production. J'aimerais bien savoir si ce film-là, avec ce marketing qui a été fait, il dépasse Astérix et Obélix, qui a fait un tout autre choix de. Oui. Et pourtant, derrière, c'est les mêmes financeurs en gros. Sur Astérix et Obélix que sur les 3 mousquetaires. En gros, donc t'as Pathé qui aujourd'hui est en train de vraiment d'investir pour qu'on ait des productions beaucoup plus importantes en France. Je parle de blockbuster, mais c'est un peu l'idée, quoi. Même si pour eux, on pourrait qualifier d'Astérix de blockbuster à la française, tu vois. Mais les 3 mousquetaires, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et leur stratégie, c'est de faire un carton en France,
mais c'est aussi de faire un carton à l'international parce que c'est un positionnement très différent, tu vois. Et donc, en fait, t'as Pathé Film qui coproduit, et puis après, t'as une société de production privée qui s'appelle Chapter 2, qui aussi injecte de l'argent. Donc là, c'est aussi le côté fonds privé qui vient dans ce genre de production pour pouvoir gonfler les budgets et gonfler aussi les budgets marketing, promotionnels, pour avoir plus de temps de promotion et derrière que ça ramène plus de gens en salle et qu'on puisse plus parler du film à l'international et que derrière il y ait plus d'entrées tout simplement, quoi. Et en France, tu vois, ça fait 3 274 000 entrées. Pas mal. C'est pas mal. Sachant qu'il y a le 2 qui va, il y a la deuxième, le deuxième épisode qui va sortir plus tard, ça va être pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et après, à l'international, tu vois, ça fait 1 million. 1 million d'entrées. Ok, donc en tout, on est à environ... ouais, ça se rapproche des 5 millions, je pense, tu vois. Et Astérix, par contre, tu vois, fait plus en termes d'entrées. Okay. Parce que je crois que Astérix, en France, ça doit être autour de 4 millions, un truc comme déjà, ça. Ouais. Et à l'étranger, ça a plutôt bien marché, Astérix. Mais alors que, tu vois, genre, par exemple, moi, si je compare les deux, il y a une bouse d'un côté, et de l'autre côté, il y a un vrai savoir-faire, tu vois. C'est triste de se dire que t'as un film là qui va faire moins d'entrées que cette bouse d'Astérix, alors que c'est super bien produit, il y a des cascades d'enfer. Donc je donne en même temps mon point de vue, parce que j'ai vraiment adoré. Je vais pas souvent voir des films 2 fois d'affilée. Là, j'avais vraiment envie pour préparer le podcast, mais ça me dérangeait pas d'y retourner parce que vraiment il y a ce choix du plan séquence qui fonctionne hyper bien. Enfin, oui, en fait, carrément. Je voulais rajouter une deuxième chose sur le fait de voir ce casting là dans cette salle. Il y a une spectatrice qui a posé une question à Vincent Cassel qui lui a demandé pourquoi. Vincent, je t'aime. Oui, alors en plus oui, je te jure qu'il y a eu ça. C'est marrant que tu dis ça, je te jure, il y a quelqu'un qui a moi ça. En fait. Tu m'as pas reconnu? J'avais mis une perruque. Oui, c'est vrai que t'es méconnaissable avec une perruque. C'est vrai. Elle lui a posé la question, non pas Vincent je t'aime, mais pourquoi refaire encore une version des Trois Mousquetaires? Ouais, parce qu'il y a une sacrée paquet d'adaptations. Ça, c'est... Pourtant, tu vois, genre, toi, perso, t'en avais vu pas mal des adaptations des Trois Mousquetaires? Oui. Ouais, j'avais vu toutes les versions antérieures, parce que mes grands-parents, ils avaient ces cassettes-là, et moi j'adorais le cinéma, du coup je les regardais. Du coup, je les avais vus, j'avais vu la version de 1953, j'avais vu aussi les versions américaines. Genre Richard Lester et tout, t'avais vu? Richard Lester, t'as vu cette version? Qui paraît celle-là, je m'en souviens plus trop. Mais par contre, celle de 1953, et c'est d'ailleurs pour ça que je te parle de ça, c'est que Vincent Cassel a répondu, ça fait 70 ans qu'il n'y a pas eu une adaptation des Trois Mousquetaires en France. C'est produit vrai par des Français. Mais les films de KPDP étaient extrêmement populaires dans les années 50-60. Puis après, du coup, on a arrêté. Et là, tu vois, c'est en train de revenir, c'est marrant parce que là, il y a, du coup, les Trois Mousquetaires en diptyque, donc avec le prochain en décembre. Mais il va y avoir aussi une série, tu vois, Zorro avec Jean Dujardin, par exemple. Ah oui? Qui est prévue dans les... Et Jean Dujardin fait filons, Zorro, tu vois. Et Jean Dujardin ferait Zorro. En Diego de la Vega. En version humoristique. Mais je sais pas du tout si ça va être sérieux ou pas, parce que tu vois, genre, il y a le côté aussi, t'as le Comte de Monte Cristo qui va arriver avec Pierre Ninet, là. Oui. Donc, encore une fois, tu vois, bon, là, c'est encore Alexandre Dumas, mais tu vois, genre, j'ai l'impression qu'on a envie de traiter les héros un petit peu aussi. Et dans France, c'est de se dire, ouais, nous aussi, on a le droit, pourquoi pas? Surtout qu'objectivement, on parlera des autres versions des Trois Mousquetaires, mais c'est peut-être une des meilleures que j'ai vues, honnêtement, en toute objectivité. T'avais une version j'ai pensé à toi, une version, je crois, de 93 de Disney. Ouais, celle-là, je l'ai avec vue. Charlie Sheen. Mais c'est dingue. Et c'est moi, j'ai regardé Chris O'Donnell et Donald Sutherland. Et Kiefer Sutherland. Pardon. Ah oui, Donald, c'est son père. Ouais, 24 heures chrono. Mais tu regardes le casting, c'est tellement années 90. C'est horrible. Et t'as celui qui jouait Robin dans Batman Chris et Robin. O'Donnell. Ouais, Chris O'Donnell, et qui aujourd'hui fait quoi là? D'Artagnan. Et là aujourd'hui. Oui, il fait D'Artagnan. D'Artagnan. Bref, oh là là. D'Artagnan. Plus récemment, il y avait eu aussi en 2011 la version avec Christopher Waltz qui faisait Richelieu, Orlando Bloom qui faisait Buckingham, je me rappelle. Mila Jovovich qui, enfin bref. Et alors dans ce film-là, il y a une pépite que j'adore. C'est vraiment bonbon et c'est parce que c'est Disney, mais t'as je sais même plus si c'est Disney, je crois. Si c'est Disney. Hein. T'as une bataille de bateaux volants qui est assez spectaculaire et assez cool, franchement. Ah non, mais grave, mais c'est juste que c'est un parti pris assez spécifique, quoi, genre, mais moi le rendu, ça m'a absolument pas marqué, quoi. C'était et c'est terrible de se dire que c'est produit par des Américains. Oui, mais les Américains ne se gênent absolument pas à traiter tous les héros qui passent, donc on peut pas leur en vouloir, tu vois. Ils ont aussi traité L'Homme au masque de fer, qui inclut entre guillemets les mousquetaires dans l'intrigue.
Oui, carrément. Donc, ils ont fait un mash-up complètement dégueu. Ouais, c'est ça. Les deux. Avec Depardieu qui lâche des caisses à longueur de film. Oui, c'est Voilà. ouais. Voilà. Mais non, donc on est, enfin, je trouve sur moi de mon côté, j'ai vraiment adoré ce film. Et il y a 2-3 choses dont je vais parler que j'aurais pas fait comme ça, mais où j'ai pas trop kiffé. Mais sinon, il y a des partis pris. C'est un film à parti pris et qui essaye de s'assumer le plus possible et qui peut pas contenter tout le monde. Si jamais, tu vois, tout à l'heure t'as parlé des plans séquences. Bon, bah si t'adhères pas à ce genre de réalisation, bon bah tu peux peut-être te sentir un peu lésé quoi au final. Mais moi je trouve que voilà, eux ils ont un parti pris qui était de dire on veut faire un film immersif, que les gens soient au cœur de l'action et surtout de pas faire des films de KPDP comme on l'a connu dans l'ancien temps où à la fois le sound design a beaucoup évolué et ça c'est quand même très très cool, mais aussi dans les chorégraphies, voilà, il y avait pas autant de savoir-faire sur l'aspect chorégraphié et là c'est bien quoi. Il y a un truc que j'ai aimé qu'on retrouve beaucoup dans Game of Thrones, c'est le jeu de regard. Oui, de dire des choses sans parler. Oui. Ouais, voilà. Il y a une scène où il y a le roi, ses intendants, Richelieu, et où il y a un passage de silence avec que des regards. Et ça m'a fait beaucoup penser à Game of Thrones, où on en avait parlé récemment, je sais plus dans quel film, mais j'aime bien quand il n'y a pas besoin de parler ou quand tu comprends qu'il y a une tension, que les gens se jaugent. Et là, clairement, tu le retrouves. Et je trouve que c'est grand d'avoir compris que c'était une force dans un film, surtout dans un film avec des complots et des rebondissements comme les Trois Mousquetaires. Oui, c'est que d'intégrer ça. C'est hyper intéressant en fait. Est-ce que tu peux nous parler de la fiche technique, Simon ? Bien sûr, comme tu l'as mentionné, c'est un film de Martin Bourboulon. Alors Martin Bourboulon, c'est un nom que vous pouvez retenir chez vous parce que moi j'aime bien ce qu'il a fait jusqu'à présent. Alors les deux premiers, Papa ou Maman, bon c'est gentil quoi. C'est avec Laurent Lafitte. C'est avec Laurent Lafitte, ouais. Donc il a fait Papa ou Maman 2. Et puis surtout moi j'ai découvert avec Eiffel. Et là je trouve qu'il avait fait un super travail à la fois historique et romancé, tu vois, genre moi les romans j'aime bien ça, donc ça m'allait bien le mélange historique et romance en même temps. Tu sais, je l'ai toujours pas vu. Ça fait des mois que tu me le conseilles, je l'ai toujours pas vu. Voilà. Bon, si jamais vous êtes abonné Canal+, il est dispo sur la plateforme, donc hésitez pas. Il a pris un chef-op qui s'appelle Nicolas Boulduc, et c'est un mec qui a travaillé sur... des noms rigolos, hein. Bourboulon, Boulduc. Oui. Que des noms rigolos. On dirait un épisode du Cobu, tu sais, en BD. Tu sais. La Belle Époque, de notre ami... j'ai oublié son nom, qui a fait OSS 117. Alerte rouge en Afrique noire. Mais Bedos, Nicolas Bedos. Okay, le film est sympa d'ailleurs, La Belle Époque. Il a fait aussi Improbable, Ennemi de Denis Villeneuve. Oh. Donc c'est ce film Ennemi de Denis Villeneuve. Putain, il m'a mis une balle celui-là. Avec Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Ouais. Putain. Et du coup c'est un peu improbable quand tu regardes sa filmo. Après il a fait d'autres films. Il a fait Outsider de Philippe Falardeau et Fatal de Michael Youn. J'allais dire Michael Youn. En début de carrière, il a fait ce film-là, tu vois. Donc en gros, il a une filmo un peu spéciale, je trouve, ce monsieur. Mais il a fait un bon travail, moi, je trouve, sur les Trois Mousquetaires partie 1, même si, je dois avouer, et c'est pas contre Nicolas, mais moi j'avais adoré le travail de Mathias Boucard sur Eiffel. Eiffel, je trouve la photo, elle est magnifique, et j'aurais bien aimé de voir ce que ça donne si c'était Mathias Boucard qui avait travaillé sur le sujet. C'est un mec qui a travaillé sur Athéna de Romain Gavras récemment, Compromat. Il a travaillé avec Jérôme Salle pas mal de fois, il a travaillé sur Compromat, l'Odyssée aussi, le film sur le commandant Cousteau. Je trouve que c'est des films qui sont bien réalisés, tu vois, donc ça m'aurait plutôt intéressé. Mais on n'enlève pas l'honneur à Nicolas Boulduc qui a fait un excellent travail, et il faut reconnaître que la photo, elle est vraiment très intéressante. Au casting, donc tu en as parlé, François Civil joue D'Artagnan, Vincent Cassel joue Athos, Romain Duris, Aramis, Pio Marmaille, Porthos, Eva Green, Milady, Eric Ruff, cardinal de Richelieu, Louis Garrel, un excellent Louis XIII, Vicky Krieps, la reine Anne d'Autriche, et Lina Coudry en Constance de Bonacieux. C'est qui ton top acteur sur ce film ? J'adore Romain Duris depuis longtemps, mais François Civil, il a une énergie, moi, que je trouve extrêmement communicative et qui marche bien pour le personnage de D'Artagnan. Et il est pas ridicule. Tu sais, dans sa façon de jouer, je le trouve pas cringe, tu vois. Non, pas du tout. Alors que ça peut, tu regardes les autres, tu regardes Chris O'Donnell, il est cringe de ouf. Ouais, bah grave. Là, je trouve il y a une vraie. Oui, mais bon, quand on te fout une perruque déjà fougue, comme Chris O'Donnell, je sais pas si tu te rappelles les perruques qui leur balancent. C'est terrible. T'as rien dit que t'es déjà cringe. Oui. Donc là, c'est en vrai,
Ouais, moi c'était François Civil et Louis Garrel. Louis Garrel. Ah bah Louis Garrel, il a vraiment non franchement ça marche super bien, je trouve les passages avec lui, tu vois, ils sont peu nombreux mais ils sont bons à chaque fois qu'il intervient et le jeu, je pense qu'il a bien saisi un peu l'essence du personnage de Louis XIII, tu vois, qui était un peu spé, tu vois. Bon, il y a beaucoup de rois de France qui étaient spé quand même hein, quand on regarde au final, mais C'était des sacrés zozos. mais non. Mais j'ai trouvé que tu vois par exemple quand j'étais le voir hier soir au cinéma, il avait un potentiel comique en fait dans son rôle qui était dingue et pour le coup qu'il a travaillé et vraiment les moments les plus drôles où j'ai senti vraiment l'énergie de la salle où les gens rigolaient parce qu'il y avait quand même du monde hier soir au cinéma alors qu'il est sorti depuis un mois, même plus d'un mois. Plus d'un mois, ouais. Plus d'un mois. Il y avait quand même du monde et les gens ont beaucoup rigolé quand il intervenait. Donc ça m'a, moi en même temps ça m'a beaucoup plu. Du coup je me suis dit quand même belle prestation Monsieur Garrel. Ouais, bah de toute façon le casting, hein, on peut dire que c'est un beau casting et ça montre aussi l'ambition du coup du film, qui est de rassembler un maximum et du coup bah pour optimiser tes chances de réussite, parce qu'après faut pas oublier c'est du business hein, quand même. Et ben du coup tu prends entre guillemets les meilleurs acteurs de leur génération, chacun dans leur rôle et tout, et je trouve que ça marche plutôt bien. Après tu vois genre c'est quand même un gros budget pardon, c'est 72 millions d'euros. Donc on est sur un bon budget. On a vu plus, mais tu vois genre je sais plus où, mais j'entendais que ça se rapprochait par exemple d'un Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. En termes de budget, tu vois. Ah ouais. Donc c'est un peu plus, ça doit être 10 millions de plus le Seigneur des Anneaux, mais ou les deux. Non, juste pour le 1. Bonne question. Ça, parce que moi j'ai un peu l'impression ils ont tourné que en même temps. Un film qu'ils ont décomposé en deux. Ouais, ils ont tourné les deux en même temps. Ouais. Donc ça se trouve les 72 millions c'est pour l'ensemble. Pour les deux. Et alors à ce moment-là, c'est et dans ces cas-là, deux films à 35 millions, c'est pas si. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus récemment. Ouais. Et du coup, c'est quand même, par contre, pour montrer aussi l'ambition du projet, Martin Bourboulon, il en parlait, mais de dire, donc là, ça fait tant de temps qu'on a fini de tourner, on a mis tant de temps à préparer le film. Là, je suis encore là, il disait qu'il était encore un peu sur la post-prod du 2. En fait, il dit, tiens, ça fait déjà 3 ans et demi que c'est ma vie, quoi. Et donc, c'est 9 mois de préparation. 8 mois de tournage et c'est une équipe technique de 300 personnes, tu vois, genre. Mais après, je lisais 2-3 trucs aussi, c'est genre 5000 figurants, 2000 costumes. Donc, tu sens qu'il y a une réelle implication de beaucoup de gens. Ouais. Qui veulent bien faire. Ouais, je suis d'accord. Et ça fait plaisir. Et sur OCS, tu vois, genre. T'as un docu qui montre un peu, tu vois, genre, tu sais, les behind the scenes du film, et puis Martin Bourboulon qui va parler. Tu vas avoir différentes parties, tu vas avoir la production, tu vas aussi avoir la partie post-production où tu le vois en salle de montage avec sa monteuse. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'à un moment donné, t'as le chef décorateur qui parle et qui dit, d'habitude, quand on me demande de monter un campement, par exemple, avec des tentes, dans un film historique, on me demande, tu montes 10 tentes, par exemple. Là, on m'a demandé d'en monter 80. Donc tu vois genre ça montre aussi à quel point c'est costaud quoi. Donc ça c'est cool et moi il y a un truc aussi où je suis hyper sensible qui montre aussi la manière dont ça a été préparé tout ça, mais c'est le fait de vouloir tourner absolument en décor naturel tout au long du film et ça je trouve ça se ressent et ça fait vachement la diff quoi. Ouais. Tu regardes moi ça m'a fait penser un peu à des bons Ridley Scott, tu vois. C'est une aventure. Sur du Robin des Bois, tu vois, tu retrouves un peu ce côté sale, tu vois. Ils sont sales aussi j'aime bien parce que c'est ce qui fonctionne aussi, c'est que les films des années 90, les mecs effectivement, ils ont des perruques pas possibles et alors qu'ils vivent dans des conditions d'hygiène pas dingues, ils arrivent à être nickel. Alors après, pour contrebalancer un petit peu ce que tu dis, les mousquetaires par exemple, c'était des nobles. Genre vraiment c'était tu pouvais pas candidater en sortant de nulle part et du coup c'était des gens qui avaient la casaque des mousquetaires, donc la casaque bleue, qui était ultra sapée de ouf. Donc en fait c'est un peu paradoxal parce que Martin Bourboulon veut te donner une vision un petit peu western, crado. Il y a un côté Pirates des Caraïbes en fait dans ce film. Mais si tu restes le parti préhistorique, ils ont pas du tout choisi de correspondre à la réalité. Les mousquetaires ils ressemblaient pas du tout à ça, pour de vrai. Hein. Et pour le coup c'est con, mais tu vois genre le film de Disney de 93, les mousquetaires pour moi je trouve ils dégagent que dalle, tu vois, genre, ils font pas peur. Et en fait ils portent une grande tunique bleue, tu sais, c'est ultra criard dans les couleurs. Tu voudrais dire que c'est plus proche de la réalité. Oui. Et surtout moi il y a un truc je ne comprends pas, c'est que du coup t'as François Civil qui
qui du coup, et ce jeune Gascon qui rêve de devenir mousquetaire parce que son père était mousquetaire, il y a tout un truc. Il monte sur Paris, il arrive à la garnison des mousquetaires et tu vois que des mecs, ils sont tous crados, quoi, genre. Ouais. Et à un moment donné, à la fin, tu sais, du film, ils adoubent entre guillemets D'Artagnan pour dire maintenant t'es un mousquetaire et il lui donne une casaque. Mais pourquoi personne ne porte de casaque ? Quel est l'intérêt de donner une casaque de mousquetaire à personne ne porte de casaque, tu vois ? C'est comme si à la fin on te donnait un uniforme que personne ne porte dans la vie réelle, tu vois. Après, c'est peut-être plus tu sais, le gilet jaune que t'as dans ta voiture. Tu l'as dans ta voiture, mais tu t'en sers que vraiment, genre. Ouais, mais du coup, tu vois, genre, quitte à faire ce parti pris là, Et tu vois, genre, tu restes cohérent jusqu'au bout, quoi. Après, c'est peut-être juste un truc de cérémonie, tu vois. Les militaires, ils portent pas tout le temps leur Ouais. leur costume. Mais du quand 14 juillet, tu sais que les vrais mousquetaires portaient la casaque, autant dire on oublie ce détail-là parce que du coup, en fait. Ok, je vois. Ouais. Est-ce que t'as fini la fiche technique ? Et le dernier truc que je voulais dire, c'était pour les connaisseurs, juste, ça a été tourné avec une Arri Alexa LF et des objectifs Panavision C-série, donc des objectifs un peu vintage et tout. Donc, Ok, un peu à l'ancienne. pas trop mal, franchement. Ok, cool. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah, Et les connaisseurs. c'est tout pour moi pour la. Les connaisseurs sont servis. On va passer Ouais, à nos fiche scènes technique. préférées. C'est quoi ta scène préférée du film ? C'est quoi ma scène préférée ? J'aime beaucoup l'intro. Alors, j'ai pas lu le roman d'Alexandre Dumas, mais il paraît que c'est comme ça que c'est construit. Le fait que D'Artagnan arrive et rencontre à chaque fois ses futurs collègues. Et du coup, il rentre en conflit avec eux et puis ça l'amène à rentrer en duel avec eux. Mais je trouve que le rythme de la rencontre, très vite, on arrive à contextualiser la rencontre et le duel entre ces trois personnages. Et je trouve que ça marche super bien. Et l'énergie de François Civil, à chaque fois qu'il tombe sur quelqu'un et que du coup, t'as l'ego qui parle et tout, moi, ça me fait franchement. Et tout ça en plan séquence. Et tout ça en plan séquence Donc aussi, ça, ouais. c'est cool parce que ça implique quand même vachement de monde. On l'avait vu quand on avait podcasté 1917. Oui. Ça implique tellement de monde et derrière, t'as un résultat, c'est tellement réel, c'est tellement agréable, tu vois, t'as l'impression d'être avec lui, quoi. Bah, c'est ça. Et puis du coup, tu vis vraiment l'enchaînement de situations et l'enchaînement de conflits avec des personnes. Et puis c'est assez, t'as le caractère comique de dire comme par hasard, ils tombent juste sur les mecs qui tu sais très bien que c'est les mousquetaires, donc. Et c'est les trois meilleurs peut-être. Enfin, c'est les trois un peu le leader. Oui. Tu t'en rends compte. C'est improbable. Moi, il y a un autre truc sur l'intro que j'ai kiffé, c'est et je me suis dit putain, en fait, j'adore les films où il y a ça, tu vois. C'est le petit texte au début pour te contextualiser un tout petit peu le. Tu commences pas directement dans l'histoire où Toi, les personnages Wars, vont s'obliger. Bah ouais, grave. Bah, j'adore Star Wars, mais je trouve que ça permet quand même de rentrer dans l'histoire hyper rapidement et tu sais, c'est un peu comme quand tu fais une commande à ChatGPT. Je sais pas si vous avez l'occasion de l'utiliser, vous qui nous écoutez, mais quand tu fais une demande à ChatGPT, faut pas lui demander la date de la sortie des Trois Mousquetaires. Faut le mettre faut le préparer. Faut lui dire, tu es un grand critique de cinéma. Prépare-moi toute une rubrique sur le film Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon. Et il va se mettre à la place d'un grand critique de cinéma, donc il va intérioriser plein de trucs. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que j'aime bien que ce petit texte au début du film te mette à la place d'un spectateur déjà au courant de certaines choses. Ce qui fait qu'en fait, les premières scènes, tu les apprécies pas du tout de la même manière. Et franchement, je trouve que les meilleurs films commencent par un truc comme ça. Et puis c'est un peu la base dans les films d'histoire aussi. Souvent, genre, on te donne du contexte historique. Oui, voilà, avec les bases, les fondations de ton intrigue, quoi. Avec à peine une petite musique et deux trois. Tu vois, ouais, ça, j'adore. Mais j'ai pas mal aimé ce truc-là. L'autre moment que j'ai aimé, c'est la scène de combat en plan séquence aussi. Dans la forêt. Ouais, dans la forêt. Ouais, ça c'est bien réalisé. Elle est pas mal. Au départ, je trouve que la caméra est un peu branlante. Ouais, alors en fait, et en même temps, le parti pris aussi, c'est qu'ils ont tout fait caméra à épaule. Quasiment. Et alors, du coup, c'est ultra immersif. Par contre, il y a un truc qui enlève un petit peu, c'est la lisibilité dans l'action. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme la scène à la fin dans la cathédrale où t'as les Huguenots là qui décident du coup d'attaquer, de faire leur coup. Ils sont déguisés en prêtres et tout, en moines et tout là. Bah, ça, franchement, mais va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette cathédrale. Ça n'a aucun sens. Et c'est volontaire. Mais du coup ça veut dire aussi potentiellement est-ce qu'on était vraiment chaud sur la chorégraphie parce que tu sais c'est en mode on te fout le bordel, caméra branlante, tu l'aurais retourné ça pour la rendre plus clean. Ouais, parce que moi j'aime bien les scènes d'action clean en fait, genre tu vois par exemple j'adore le Masque de Zorro. Pour ça, alors ça implique moins de monde souvent dans les actions, mais tu vois par exemple moi il y a une scène que je trouve incroyable dans ce film, c'est le moment où il va voler la carte des mines dans le bureau du commandant Love.
Je sais pas Dans si tu te Zorro. rappelles. Dans Zorro, oui. Ok. Et il vole la map et il se retrouve, du coup, il sonne la garde parce qu'il découvre qu'on lui a volé la carte. Et t'as Antonio Banderas qui essaie de se faufiler, qui joue un peu le jeu de chat à la souris dans le domaine. Et c'est hyper lisible. Et Tu vois c'est- exactement. À un où il moment va. donné, je sais pas si tu te rappelles, mais genre il a des cascades où genre il se bat avec les gardes et il monte sur une table en pierre dans le jardin. Et à un moment donné, il se bat et puis tu sais genre en gros, il fait des cascades de l'espace, il fait un salto sur lui-même, il monte sur la branche et puis et tout s'enchaîne. Et en vrai, tu te dis mais putain, mais c'est trop bien cadré. Ouais. Parce que ça va vite, c'est rythmé et tu vois super bien ce qui se passe. Pirates des Caraïbes un peu aussi. Dans le 2, là, tu sais, quand ils sont sur la roue, là, Ouais. la scène, elle est Oui. ultra lisible. Ouais, Enfin, ouais. c'est ça qui est génial, c'est que tu te dis, oh putain, la vache, on est parti de ça et on arrive Ça à c'est ça. un vrai Donc savoir-faire. ça, c'est vraiment cool. Mais par contre, c'est du comique de situation, tu vois. Ouais. Là, je trouve que dans le chaos, moi, c'est pas une des scènes que j'aurais retourné parce que dans le chaos, dans le côté un petit peu attentat, hein, c'est un attentat. Bien sûr. Je trouve qu'il y a une vraie gravité que j'ai ressentie et même au deuxième visionnage, tu vois, j'ai trouvé ça, c'est le bordel, tu sais pas où t'es, mais je pense que ça retranscrit bien aussi le genre de scène Ouais, mais dans le réel. Quoi. Ouais, mais dans ces cas-là, tu vois, moi, ce que j'aurais fait comme parti pris, c'est plutôt d'isoler un personnage qui, dans ce monde-là, c'est vraiment le chaos pour cette personne-là. C'est-à-dire que pour un mousquetaire, c'est peut-être pas le chaos. C'est-à-dire que, tu sais, eux, ils sont habitués au combat, ils savent identifier, là, c'est le bordel ici, ils ont les personnes avec qui ils vont se battre. Ok, un peu comme Jon Snow dans la bataille des bâtards. Bah, c'est ça, parce Game qu'en of fait, Thrones. imagine, je sais pas, tu prends le parti pris, je sais pas, de Louis XIII ou de Vicky Krieps, Ouais. qui sont étrangers à ce genre de situation, et que du coup, c'est le bordel et que t'arrives pas à lire l'action. Je trouve que ça corroborerait plus leur vision à eux, et tu te sentirais plus embrouillé par rapport à la vision de ce personnage-là. Mais du coup, on passe d'un mousquetaire, en fait, ça passe, d'un coup, tu vois Aramis, un coup, tu vois Porthos, après, il y a un coup de feu en l'air, et après, t'as Vicky Krieps qui essaye de se cacher, qui crie. En fait, on essaie de te montrer le point de vue de tout le monde, et du coup, dans ça, en fait, tu vois même pas vraiment ce qui se passe, tu sais pas trop ce que font quelles sont les actions, du coup, des assaillants, en fait, et leur stratégie, du coup, ça se mélange un peu, parce que, voilà, c'était un peu mon ressenti sur le sujet, tu vois. Ouais, je suis pas d'accord, mais je comprends. J'ai une théorie, Simon, à te partager, Vas-y, à vous dis-moi. partager sur ce film et sur la suite. Un peu là. Dans le film, donc, on rencontre le personnage notamment de Milady, une personne qui est dans tous les complots, une personne vraiment, c'est un snake. Et Ah bah, ouais. à un moment donné, on a notre ami Athos, interprété par Vincent Cassel, qui confie une histoire à D'Artagnan, l'histoire dans laquelle on comprend très vite que c'est lui l'un des personnages principaux, dans laquelle il a plus ou moins condamné, alors je sais plus si c'est sa fiancée ou celle de son frère. Non, c'est il condamne, ouais, sa propre Il fiancée. condamne sa propre fiancée à être marquée au fer rouge et à être pendue. Et donc tu vois des scènes où une personne dont on ne voit pas le visage est marquée au fer rouge, puis on voit une personne encapuchonnée pendue. Mais on sait que c'est Eva Green. Mais on se doute que c'est Eva Green, non? Bah oui. Bon, ok, d'accord, moi c'était une théorie, j'arrive avec une théorie comme ça en mode ah waouh, Inception, la toupie elle tourne et tout. Et toi, DiCaprio qui arrive. et toi t'arrives et tu dis bah oui, c'est Eva Green, oui. Connard. Tu peux rajouter un connard. J'oserais pas, Gwen. Mais oui, pour moi, c'est Eva Green, ouais. Et Parce puis, qu'il y a ce moment, tu sais, quand ils sortent du palais de Buckingham. bah, il bug de ouf sur où elle. il bug de ouf sur elle elle. le pousse dans le feu. Ouais. Mais oui, Où il c'est y a sûr. ce moment-là, ok. Bon. Ouais. La théorie tombe à l'eau, merci. Mais non, mais après, tu sais, parfois ça te semble logique et parfois moins, mais je pense. Je pense, ouais. La suite des Trois Mousquetaires, donc là, cet épisode-là, il Qui va s'appelle s'appeler D'Artagnan, Milady, ouais. il s'appellera Milady. Il y aura probablement une backstory sur Milady. Même pour si elle savoir prend d'où déjà elle beaucoup de vient. place dans le récit. En fait, c'est un peu ça aussi qu'on peut reprocher, je trouve, c'est que c'est les Trois Mousquetaires. Mais en vrai, franchement, à part D'Artagnan et Athos, les autres, ils sont Ouais. un peu relégués au second plan. Et en fait, tu vois, bah, par exemple, Porthos, Pio Marmaille, lui, il est relégué à un rôle de genre Rigolo, gros. rigolo gros qui dit qu'il est bisexuel. Oui. Tu vois. Et en plus qu'il l'énonce clairement haut et fort, tu vois. Ce qui est super chelou parce que dans une discussion, c'est comme s'il fallait justifier l'existence du personnage et de sa différence, tu sais. Ouais, bah, sachant Dans qu'on la scène dans le montre bar, pas- c'est un ouais. peu ça, tu vois. C'est en mode, ouais, je suis comme ça. Ah ouais, t'es comme ça. Ce que j'ai, Comme ce si que ça j'aime voulait bien le chez les- définir et qu'il Ouais. pouvait pas être plus complexe que ce qu'on lui a donné, tu vois. Ils ont fait d'Athos le mousquetaire le plus important. Les autres, ils sont un peu plus en soutien émotionnel de D'Artagnan.
Ouais, parce que Romain Duris, c'est pareil, par le baston au départ. Ouais, mais tu vois, c'est l'affection et le qu'il suivi, porte à quoi. D'Artagnan qui montre aussi que D'Artagnan, c'est le personnage principal et qui monte, tu vois. Ouais, bien Il faut sûr. monter le personnage Ouais. principal parce qu'au final, bah, le personnage principal, c'est pas forcément les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, c'est le titre, c'est le roman, c'est le, Ouais, bien c'est sûr, le tout. ouais. Et là, c'est centré sur D'Artagnan. Et dans les autres adaptations, c'est vrai qu'ils sont. C'est traité de manière plus équitable. Mais après, si tu me sers un traitement de Porthos comme Depardieu dans L'homme au masque de fer, Oui. je préfère que tu le laisses tranquille dans son Ouais. coin, hein, franchement. Mais ils sont bien travaillés quand même. Ils ont un caractère quand même. Alors oui, effectivement, il y a la sexualité de Porthos. Tu peux te demander ce que ça fout là, mais ça lui donne une épaisseur, sans jeu de mots avec Porthos, Oui. une épaisseur un petit peu plus forte. Pareil avec Aramis, qui est un, comment dire. Bah, un je dirais coureur non, de jupons, mais pour moi ça lui apporte pas d'épaisseur parce que c'est juste une phrase balancée au cours du récit. C'est pas comme si derrière ça justifiait derrière la manière dont il vit sa vie, tu vois. Genre c'est juste comme si tu me disais toi genre je suis fétichiste des pieds et qu'après tu passes à autre chose et que je dise ça lui apporte vachement de profondeur à Gwen. Tu peux éviter de le dire à la caméra. Ah c'était Ouais. ah merde. Ouais, je suis désolé. Ah. Du coup, la scène post-générique, il y a une scène post-générique où, alors, pendant le film, Milady saute d'une falaise. Oui. On la voit pas tomber dans l'eau, mais a priori, elle est pas morte, Et puisque puis dans la surtout scène qu'elle post-générique. elle est double championne du monde de saut. Exactement. Elle est forte parce qu'elle se retourne Ouais. même pas pour voir si elle. Bah, elle est sponsorisée par Red Bull. Hein. Ah oui, là, il y a. Ah bah. Ouais. Là, il y a une vraie perf. En plus, elle sait même pas où elle est. Enfin, je veux dire, elle peut à tout moment mourir sur le sable. Sale en plus. Hein. Ah oui. Mm. Ouais, parce que le sable, même quand tu tombes de cette hauteur-là, c'est du bitume. Oui. Ah bah là. Donc quand même belle perf en termes de plongeon, et donc on se rend compte qu'elle est pas morte et qu'elle revient et que sa cible principale désormais c'est les mousquetaires. Oui. Après, t'as quand même un cliffhanger qui est pas ouf quand tu sais que c'est un diptyque et que le deuxième s'appelle Milady et qu'elle jette de la falaise. Tu fais pas genre est-ce qu'elle est décédée? Tu te dis pas ça. Bah, je suis d'accord. Avant qu'on passe aux autres scènes qu'on devrait retourner, Simon, toi t'es fan, comme tu l'as dit, des films de Cap et d'épée. Est-ce que t'en as quelques-uns comme ça que ton préféré c'est le Masque de Zorro ou la Légende de Zorro? Parce qu'il y a le 2. Ah oui, il y a le 2. Non, le premier. Le premier de. Ok. Bah, Avec pourtant, Anthony c'est- Hopkins. Avec Anthony Hopkins, incroyable. Bon après, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma dans ma vie. Et mes parents me disaient que je sautais sur le siège tellement je kiffais ça. Et qu'après, du coup, je me déguisais en Zorro à la maison. Donc voilà. Est-ce que t'en as d'autres à proposer, des films que t'aimes bien? Ouais, bah j'aime beaucoup aussi. Alors un peu à l'ancienne, et je sais que toi aussi tu l'as vu, mais moi j'aime beaucoup le Bossu avec Jean Marais. Ok. Donc la fameuse botte de Nevers. Ouais. Mais tu vois, Cette genre, histoire, elle est tu folle. te rappelles des sound design sur les bastons à l'épée ou pas? C'était C'est vraiment terrible. genre. C'était terrible. Oh, c'est Et horrible. ça c'est vieux, ouais. Jean Marais c'est très vieux. Moi je m'étais noté aussi je m'étais noté le Masque de fer avec Jean Marais. Où il joue déjà D'Artagnan, je crois. Ah oui, aussi, Et oui, donc, c'est vrai. Et ce film Et je crois que c'est le même réalisateur. Je crois que c'est André Hunebelle aussi Oui, tout à fait. qui fait les deux. Ouais. Et moi j'ai adoré ce film, c'est un très très vieux film. Ouais. Et l'autre film, je sais pas si tu connais, c'est un truc avec Alain Delon. Zorro la tulipe noire. Ah, la tulipe noire, parce que tu Ouais. sais qu'il a fait un Il a Zorro fait un aussi. Zorro. Et je l'aime- Alain mais je Delon. l'aime bien aussi parce qu'il J'ai y pas a un vu, petit je- côté genre c'est un film italien. Ça ressemble. Et, Ouais, c'est et italien la aussi, musique elle est tulipe noire. incroyable. Attends, franchement, ça démarre. Donc c'est Zorro, c'est Alain Delon qui fait son Alain Delon, tu vois, genre ils sont cheval et tout. Et la musique c'est en mode Used to be free, la 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 la. Et genre toi t'es là, tu te dis mais c'est un western spaghetti, genre en mode Ouais. un peu chelou. Ah. Mais le film est pas si mal que ça en fait. Ok, bah, je l'ai pas vu, mais la tulipe noire, si tu l'as pas vu, je te le conseille. Et non, j'ai pas vu, ouais. C'est, il y a une histoire où Alain Delon, il a un jumeau. Et il y a tout, enfin, c'est. Mais il a l'histoire- un masque genre comme Zorro quasiment. Ouais, il a un masque, mais Il a pas de un chapeau. masque, mais une belle mèche, juste une chemise, Ok. chemise Il a noire. pas de cap. Ouais. Pas de cap. Et Ok. assez, ça lui va assez bien, stylé. ouais. Assez stylé, ouais. Bah, en plus là, c'est vraiment l'époque. Là, il est à son prime, tu vois. Ouais. Là, c'est l'époque piscine. Ouais. C'est pas le Alain Delon d'aujourd'hui. Non, c'est ça. Ok. Et j'ai bien aimé le aussi- Bossu, moi, je m'étais noté avec Daniel Auteuil. Ouais, j'aime bien la relecture avec Daniel Auteuil. Daniel elle est pas Auteuil, et mal. il y en a eu un dernier qui était un téléfilm avec Bruno Voskowitz. Ah, ok. Je crois que je prononce très mal son nom de famille. Ok. Mais bon, un mec que vous avez forcément vu si vous regardiez PJ, police judiciaire ou je sais pas quoi. Il fait partie des gueules de téléfilms sur France 2. Et il y a une version avec lui qui est honnêtement pas dégueulasse. C'est vrai? Ouais. Ok. Et Donc c'est traité peut-être une de mes en préférées. plusieurs épisodes. Je crois que c'est en deux. Ah ouais, en d'accord, deux ok. épisodes. Et ouais, t'as 2-3 pépites dans le casting
qui sont pas mal. C'est agréable, j'aime bien. Très bien. Quelle scène t'aurais retourné dans ce film, Simon? Quelle scène j'aurais retourné En vrai, j'en aurais pas retourné beaucoup parce que moi, je suis pas trop, tu vois, genre, je sais qu'au début aussi, il y en a beaucoup qui se plaignaient qu'on voyait pas grand chose dans la scène d'intro avec D'Artagnan qui essaye de sauver la meuf qui est messagère de la reine Anne d'Autriche, qu'on voit pas grand chose, mais moi, ça m'a toujours dérangé ces remarques-là. Je dis, bah, les mecs savent ce qu'ils font, hein, c'est juste peut-être mettez-vous dans les bonnes conditions pour regarder, quoi. Ouais. Mais sinon, ouais, peut-être. Moi, il y a peut-être un truc que j'aurais refait, c'est les scènes avec le cardinal. Je trouve qu'en fait, c'est censé. Lui, c'est un manipulateur de l'extrême. Et en fait, je trouve qu'on axe plus sur Milady que lui, son côté machiavélique qui tire les ficelles dans l'ombre, tu vois. Et du coup, il manque de charisme parce que tu vois, par exemple, dans la version de 93, certes, c'est très théâtral du coup la manière dont le cardinal joue, mais je trouve qu'il a un côté plus dangereux. C'est Tim Curry. Mais oui, c'est Tim Curry. Mais bon, déjà Tim Curry, il a une gueule, tu vois. Ouais. Mais donc, ouais, tu sens le prédateur à chaque coin de. Tim Curry, c'est l'acteur l'acteur qui mais... joue ça dans les versions des années 90. Ouais. Et tu sais qui c'est lui aussi qui joue. T'as déjà vu Legend? Oui, tu m'en avais parlé. Ouais, c'est lui qui joue le diable. Il joue le sorte de diable impressionnant le maquillage. Ouais. Et non, bah tu vois, moi là, ça m'a manqué. Tu vois, j'attendais un peu plus. Tu vois, j'attendais un peu plus là-dessus. Donc j'aurais retourné ces scènes, les interactions qu'il a avec Milady, même si apparemment il a des rêves qui sont intéressantes apparemment, mais moi j'avais pas réussi à le cerner, ce personnage. Je savais pas si justement comme toi, comme tu l'as ressenti, il manquait de charisme ou s'il était parce que s'il était vraiment hyper machiavélique et que du coup il masquait énormément bien. Bah, en fait, après le roman d'Alexandre Dumas a forgé une légende autour de Richelieu. Mais il faut savoir que c'était un homme qui, par exemple, était hyper ambitieux d'un point de vue politique. Alors après, on lui a prêté du coup des magouilles, tout ça, mais en soi, c'est un mec, tu vois, par exemple, il allait, enfin, c'était un homme à femme, tu vois, par exemple. J'avais regardé Un secret d'histoire avec Stéphane Bern sur lui. Donc, tu vois, genre, ils en ont fait un personnage un peu vil, tu vois, mais en même temps, tu sais, genre, quand tu fais partie à la fois du clergé, que t'as des implications politiques, que tu consommes tu vois, que t'as des relations sexuelles alors que ta religion t'interdit, c'est vraiment genre, tu veux à boire et à manger, quoi. Ouais. Donc, je trouve qu'on le ressent pas trop dans ce machiavélisme-là, tu vois, dans le film. En fait, si je résume un peu, je pense c'est le rôle où tu pourrais avoir un banger, un mec qui fait une performance incroyable, un peu à la façon de Louis Garrel sur Louis XIII. Tu vois, tu te dis ça, c'est un rôle, si le mec joue bien, c'est lui qu'on va retenir, tu vois. Ouais, et puis peu d'intervention, mais effectivement, il l'a pas. Il a pas ce rôle central et ce rôle de tu te dis pas c'est le méchant du film, c'est le méchant absolu, tu vois. Parce que tu vois, genre mais en même temps, c'est pour mieux mettre en avant Eva Green, j'imagine. Ouais, tu vois, genre bah comme tu parlais de Game of Thrones un petit peu au début, mais c'est ce qu'on aimait bien, tu vois, avec des personnages comme Littlefinger par exemple, tu vois, genre où ça va où le vent le porte, et puis un tel lui dit une chose, c'est une matière pour aller perturber. Le savoir, c'est le pouvoir. Bah c'est ça. Ouais. Et je trouve qu'on le ressent pas trop en mode au milieu de tout ça, parce qu'il est privilégié, puisqu'il est à la cour, il est au plus proche du roi, et c'est lui qui fait le lien avec Milady et tout. Mais tu vois, genre j'aurais aimé, je sais pas, qu'il entende, tu vois, peut-être plus de choses. Il y a une seule fois où il pose un peu ses noix. Je sais plus, où il répond à quelqu'un. Il protège ses hommes, mais moi aussi je vais les protéger. Tu vas voir, toi. Je sais pas, il dit un truc un peu de ce genre. Il dit pas ça. Tu vas voir, toi. Tu vas voir, toi. Ouais, Jette mon temps en l'air. Ouais. Bah, c'est direct. Ouais. Moi, il y a un truc. Moi, la fin du film, elle m'a absolument dérangé parce qu'en fait, ça tombe un peu brut aussi. Ça tombe brut déjà, et c'est pas trash. Pendant tout le film, t'as un peu de violence, un peu de trucs quand même qui sont un peu durs. Et à la fin, putain, mais moi, je suis désolé pour Constance Bonacieux. Hein. Moi, j'aurais aimé qu'il la bute. J'aurais aimé qu'il y ait un truc en mode vraiment là, genre, faut que D'Artagnan il revienne et qu'il défonce tout le monde, tu vois. Ouais. Là, je trouve que ça tombe. Ah bah ils l'ont kidnappé, et l'autre il est au milieu de la rue. Ouais. J'ai trouvé que c'était, en fait, le film passe vite, et bah du coup quand la chute arrive, t'es un peu en mode ah ouais, donc partie 2 maintenant. Ah oui, donc ils ont coupé là, ils pouvaient couper, quoi. Moi j'aurais aimé qu'il la bute devant lui là. Ouais, je sais pas, j'aurais aimé. Non, c'est affreux de dire ça, mais je trouve qu'en termes de ressort on parle de ressort narratif. Ouais, je veux pas vraiment qu'il la bute. Bah, c'est une bonne actrice, Ina Koudry. Moi, si vous écoutez le podcast depuis tout à l'heure, vous avez compris que mon truc c'était les pieds, pas les gens qui meurent. Donc, oui. Donc le truc que
je trouve un peu dommage, c'est ce moment un peu de grâce qu'aurait pu être ce sacrifice, cette mort à la fin. J'aurais bien aimé. Alors je sais que c'est pas dans le roman. Oui, mais tu peux t'en détacher si tu considères que ça apporte une dramaturgie intéressante au récit, tu vois. Surtout qu'ils ont pris des libertés sur la forme et sur plein d'autres choses, tu vois. Je pense qu'ils ont pas. Je pense qu'ils ont imaginé une fin plus trash et qu'ils sont partis sur un truc plus soft. Et qu'après et que du coup, là, ce qu'on a vu, c'est un espèce de compromis. Enfin, moi, je l'ai ressenti un peu comme ça parce que je trouve qu'ils ont fait un film dur. Ouais. Qui finit comme un téléfilm France 2 en mode oh là là, tu vois, genre fin d'un épisode Plus belle la vie. Tu vois, où ça tombe un peu en queue de poisson, où tu te doutes que ça va être. En fait, là, je trouve que c'est une fin où tu sais j'ai du mal que à ça voir. va, que ça va bien se passer à la fin. Je trouve que ça te donne. Enfin, moi, j'ai très envie de voir la suite, mais je trouve que ça te donne pas envie de tout de suite. Moi, j'aurais aimé te dire putain, j'ai envie de retourner au cinéma direct pour voir la suite, tu vois. Je trouve que c'est un film qui est traité un peu à l'américaine et qui est plutôt bien traité. Ouais. Du coup, enfin, pas un traitement Trois mousquetaires à l'américaine, mais un traitement plutôt digne de bons films de KPDP américains. Ouais. En revanche, le cliffhanger, c'est sûr, c'est du français. Tu vois, c'est un truc où ils ont pas osé aller plus loin. Ouais. Et putain, allez-y les gars. Donc dis la chute dans ces cas-là. Ouais. Pas cliffhanger si c'est français. C'est un clip. Oui, ok. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ok, oui. Le point de suspens. Le point en suspension. L'autre truc que j'aurais retourné, je sais pas si j'aurais retourné, mais c'est une question, plus une question que je te pose qu'un truc que j'aurais retourné, c'est la course-poursuite après le château de Buckingham. Oui. Donc on est au crépuscule, c'est le fin fond de la nuit, il y a juste l'éclairage de la au lune. galop le long de la falaise. Avant de te dire si ça m'a dérangé ou non, si je l'ai mis là, c'est que ça m'a dérangé. Ouais. Mais j'aimerais bien savoir comment ils ont tourné si t'as une idée, comment toi t'aurais tourné cette scène, parce que on se doute qu'avec cet éclairage là, ils ont pas pu aller bien loin si c'était vraiment comme ça que c'était éclairé. Est-ce qu'ils l'ont tourné 2 jours et ils ont traité l'image ? Comment ils ont fait ? Bonne question. Je ne saurais te dire parce que... Je te mets dans la merde. Tu me mets dans la sauce. Je vais te démarrer. Non, pas du tout. C'est juste que c'est hyper intéressant. En fait, j'ai regardé moi le docu OCS et il traite pas de ce passage-là. Donc je vois pas trop. Je pense juste que c'est shooté. Je pense que c'est quand même décor naturel, lumière naturelle. Aux aurores, tu vois, je pense vraiment. Après, forcément, à l'étalonnage, ils ont dû vachement renforcer pour pas que ce soit trop compliqué pour eux. Mais et après, shooter au drone, une grande partie, je pense. C'est un peu comme dans la forêt, tu sais, genre quand D'Artagnan monte à cheval et tout ça. Donc pour toi, c'est vraiment shooté à l'heure du crépuscule ou de l'aube. Avec après, tu sais, avec genre, un retraitement de l'image. Ouais, il y a un retraitement de l'image forcément parce que tu sais, il y a ce qu'on appelle la nuit américaine, c'est-à-dire tu shootes 2 jours et puis après avec des filtres que t'as devant tes objectifs, en fait, ça twiste un peu les couleurs parce que la nuit, t'as des couleurs qui disparaissent tout simplement et du coup bah il faut les faire disparaître aussi au moment où tu shootes 2 jours et après du coup à l'étalonnage, du coup tu peux venir baisser tout ça. Après tu gères les niveaux d'intensité qui sont semblables à la nuit, tu vois. Mais genre la plupart des films, jamais tu vois dans la nuit comme dans les films, ça n'existe pas. Et du coup quand on se rapproche de ça, après on te dit oh la bataille de Winterfell, on voit que dalle. Mais du coup là pour le coup ils ont vraiment shooté de nuit, tu vois. Oui. Donc c'est plus réaliste. Mais là je pense que c'est un entre-deux. Mais j'ai trouvé ça plutôt. Moi, la scène, j'ai trouvé plutôt bien, tu vois, genre. Pas moi. Ouais, pas trop. Pas toi. moi, parce que je trouve qu'on voit le traitement que. Après, c'est toujours des heures aussi, le crépuscule et l'aube, où il y a quelque chose, même en réalité, même avec nos yeux, il y a un truc de surnaturel qui se passe en termes de visuel, et donc et là, le fait de le voir de cette façon-là, limite, j'aurais préféré un lever de soleil, tu vois. Ouais, justement, mais ils ont peut-être. Moi, j'ai pas cru au truc de la nuit américaine là. Vraiment, j'avais les yeux, et même au deuxième visionnage, ça m'a fait ça. J'étais les yeux, je dis. Alors comment ils ont fait ? Ils ont tourné de jour, parce que il y a un truc, tu vois, je sais pas, il y a une espèce de couleur. Moi, je suis pas un spécialiste des couleurs, tu connais, mais il y a cette couleur un peu bleue, je crois, où tu te dis. Bleuté, typique de l'aurore, tu vois, et puis avec lune, le soleil, non pas filmé vers eux, mais dans le dos plutôt. Tu sais, genre il est côté océan et du coup bah en fait il y a pas de cadrage vraiment côté mer, c'est beaucoup plutôt côté tu sais, le drone il est souvent plutôt côté mer et il filme côté falaise parce que tu les vois de côté, parce que attention, après, probablement que cette scène aussi il y a une petite prouesse technique, c'est que il y a des moments où il flirte avec la falaise
Bah oui. C'est probablement pas aussi proche que ça. Ils ont dû faire un petit montage, je Oui. pense. Bah, ils avaient pas Tom Cruise avec eux dans le cast. Donc ça, plus ça, je trouve que ça... Moi, j'ai un peu décroché à ce moment-là. Ouais, J'ai ok. j'ai moins aimé cette scène. Ok. Est-ce que t'avais une autre scène ou autre chose que... On a un medley sur la musique, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas mal aimé la musique de Guillaume Roussel, donc a travaillé sur la musique. Je sais pas si tu connais un peu ce mec. C'est le frère de Gaëtan Roussel de Louise Attaque. Je sais pas, j'ai aucune idée. On vérifiera. On vérifiera, on checkera ça. Mais en fait, alors, moi, il y a un passage. Lui, il a travaillé sur Novembre, Compromat, La French, Les couleurs de l'incendie. Et puis, moi, j'ai regardé une série récemment, c'est Marie-Antoinette sur Canal+. Et c'est lui aussi qui fait la musique. Et à chaque fois que tous ces éléments-là, je suis en mode, oh, j'aime bien la musique et tout, c'est cool. Donc, je pense que c'est un peu une figure montante de la musique en France, même s'il a pas une carrière non plus immense. Mais moi, il y a un truc que j'ai trouvé incroyable. À un moment donné, je croyais entendre du Hans Zimmer. Sur certains passages, là. Oh oui, à un moment donné, un là, peu Dark Knight. Ouais. Alors, le moment où, genre, D'Artagnan. Il y a une vraie ref au Dark Knight. Bah oui, parce que le moment... Dark Knight Rises, je sais pas si t'as vu. Ouais. Vas-y, Oui, parce que quand D'Artagnan, alors ça c'est quand même un ressort scénaristique aussi. Tu sais, genre quand ils vont déterrer les corps pour retrouver, tu sais, genre la bagouze et tout, et du coup ils disent vas-y on se sépare, chacun va de son côté pour essayer de retrouver les trucs. Et direct, D'Artagnan il trouve le bon truc, donc en fait t'as aucune quête. C'est genre direct il arrive, c'est Milady, il tombe dessus. Donc en fait t'as raccourci le truc. Mais à ce moment-là, tu sais, ils montent les escaliers à un moment donné pour la retrouver, et là t'as cette musique là, genre en mode avec les gros temps que t'as dans The Dark Knight, tu vois, genre. Ouais. T'as des trucs. Et le ticking aussi que t'as chez Hans Zimmer, que Hans Zimmer a mis dans tous ses films, tu sais, genre dans Interstellar, la notion de temps, parce que comme il travaillait avec Christopher Nolan, et pour lui le temps c'était important, tu sais, t'as toujours le. Et Hans Zimmer il fait ça tout le temps. Et là, je trouve que du coup, tu sens les inspi, tu sens qu'il a réutilisé à fond le truc. Dans la musique, tu ressens du Hans Zimmer, et dans le Dark Knight Rises, t'as une scène aussi avec un bal masqué où il parle de tempête, et t'as exactement la même scène dans ce film. Donc c'était assez drôle de voir ça. Mais globalement, après, moi, j'ai bien aimé la musique. Je trouve que c'est une bonne composition, tu vois. Tu nous fais écouter un petit morceau ? Écouter ça, bien sûr. Ça, c'est sur les ferrets de la reine. C'est le thème des ferrets de la reine. Plus innocent, tu sais, genre ça correspond bien au personnage et à cet amour avec le duc, tu vois. Alors, ça, c'est Constance et D'Artagnan. C'est le thème de leur romance. C'est pareil, c'est enjoué, je trouve que ça marche bien, tu vois. Ouais, puis c'est pas trop, tu vois. On t'impose pas un thème. C'est chouette. T'as un peu de harpe derrière là. Voilà, c'était un petit medley. C'est carré. Alors, on voit la musique, elle est vraiment bien, elle participe au tout. Ouais, bien sûr. Et après, forcément, de toute façon, tu sais, quand t'aimes une certaine manière de faire de la musique et que t'aimes des compositeurs, tu t'inspires d'eux, c'est normal, c'est juste que après t'adaptes, c'est tout. On arrive à la fin de je crois qu'on a fait un petit peu le tour. J'ai une petite question pour toi. Vas-y. Est-ce que les trois mousquetaires ont vraiment existé ? Porthos, Aramis et Athos. Et D'Artagnan aussi. À ton avis ? J'ai même pas, putain, fait chier, tu me prends de court en plus, j'ai même pas vérifié. Non, parce que c'est vraiment intéressant. D'Artagnan, oui, les autres, non. Bonne réponse. Putain, c'est ça ? Ouais, exactement. Tu sais, j'hésitais à faire l'inverse, parce que je suis D'Artagnan, c'est le héros. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, dans l'inconscient culturel, on il était connaît. Mousquetaire ? Et il était mousquetaire. Okay. Et en fait, c'est ouf parce que tu vois, genre, on connaît les trois mousquetaires, on connaît le roman, mais Dumas s'est inspiré, mais on sait pas, à un moment donné, tu dis les mousquetaires ont existé parce que, en fait, les mousquetaires, c'était une unité d'élite que Louis XIII avait créée spécifiquement pour l'accompagner partout où il allait. Donc, en gros, c'était une sorte de GIGN de l'époque, tu vois, et on les appelait les mousquetaires parce qu'ils avaient
le mousquet. Le mousquet, c'était un fusil, mais genre, apparemment, c'était un enfer à utiliser parce que c'était beaucoup trop lourd et tout. Et ils étaient connus pour ça, tu vois. Et en fait, t'as vraiment un mec donc, qui s'appelait Charles de Batz de Castelmore, qui du coup rêvait d'être mousquetaire. Il venait du Béarn, tu vois. Parce qu'en gros, les mousquetaires, majoritairement, venaient du Béarn et de Gascogne. Et il monte à Paris et il sait que pour être mousquetaire, il faut être noble. Il faut balancer, tu vois, t'arrives, je suis Jean-Charles de la Castelmore. Sauf que lui, en fait, il vient d'être anobli il y a pas très longtemps. Donc, en fait, il utilise dans sa famille, du côté de sa mère, une relation avec une famille qui est plus noble, qui s'appelle les D'Artagnan, comte de D'Artagnan. Et lui, il monte là-haut, il se présente sous le nom de D'Artagnan. Et du coup, il devient mousquetaire comme ça. Et c'est un vrai mec qui a accompagné le roi et qui s'appelait D'Artagnan. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, Dumas, lui, après, pour les autres personnages, il les a inventés. Par contre, il s'est inspiré de vrais mecs de l'époque. Par exemple, j'avais noté, t'as Aramis, c'est un mec qui s'appelait Henri d'Aramis. Porthos, c'est un mec qui s'appelait Isaac de Porto. Et en gros, il les a juste utilisés parce que c'était des mousquetaires aussi, et il a créé des patronymes et voilà. C'est pas fait chier en fait. Il s'est pas fait chier. C'est pas fait yesh. Et après, la deuxième chose, c'était est-ce que tu sais si la devise des mousquetaires était une vraie devise des mousquetaires? Un pour tous et tous pour un. Je me doute que c'est pas tous ensemble contre la vie chère déjà. Mais si, c'était ça. Déjà à l'époque. Putain, ils sont forts Intermarché. Ouais. Je dirais que non. Je dirais que c'est un peu fabulé par Dumas, ça. C'est un autre truc. En effet, c'est complètement inventé. C'est une devise qui est romancée. Il y avait une vraie devise? Il y avait une vraie devise et... C'était un peu la Bravem de l'époque, en fait. Ouais. C'était les mecs. Ouais, c'est ça. Mais je vous invite à aller sur la chaîne de Jamy. Moi, j'aime bien regarder Jamy l'Épicurieux, là. Et en fait, il a fait un truc genre, est-ce que les mousquetaires ont vraiment existé? Il a fait un featuring avec un mec qui est passionné d'histoire. Récemment, pour la promo, peut-être? Ouais, exactement. C'est arrivé pendant le film et tout. Donc, bien joué, ça. Hyper intéressant, tu vois. Petite anecdote. Tous les trois, avec Vincent et Simon, on s'est rencontrés parce qu'on fait de la com, on est dans les métiers de la communication. Moi, je travaille en agence de communication et là, récemment, pendant qu'on travaillait sur ce podcast, pendant qu'on imaginait faire ce podcast, il y a une assez grosse entreprise qui est venue nous voir pour faire une campagne de communication, notamment sur le Tour de France. Et alors, c'est avec l'équipe avec laquelle je travaillais, on a eu l'idée en fait de reprendre. Je peux pas le dire parce qu'elle est pas encore lancée, ce sera pendant le Tour de France, mais on a décliné le 1 pour tous, tous pour un pour cette entreprise. Et donc vous pourrez voir prochainement la campagne de communication. Pas à la télévision, mais sur de l'affichage. T'es presta pour Intermarché, les Trois Mousquetaires? Non, ça n'a rien à voir avec Intermarché, vraiment, c'est pas Intermarché, mais c'est un autre truc. On passe au quiz final, Simon. Donc j'ai chopé des critiques de cinéma, des critiques d'internautes sur Allociné. On commence par Béatrice G, qui nous dit, et donc tu dois deviner le film. Ok. Si vous aimez l'histoire, la littérature ou le cinéma, vous allez être déçu. Le scénario est ridicule et le casting, bien qu'alléchant, est mal choisi. Mention spéciale à Leonardo DiCaprio et Juliette Binoche qui vont aussi bien ensemble que rien à sauver dans ce film. C'est L'homme au masque de fer. Ok, de 98. C'est vrai que Juliette Binoche, elle est pas ouf dedans. Complicado. Un peu Grinch. Hein. Un visiteur. Un peu Grinch. Le Grinch, non, elle ressemble à Jim Carrey dans le Grinch. D'accord. C'est ça, c'est pas Grinch. Non, c'est Grinch. Ouais. La Grincherie. La Grincherie. Un autre visiteur qui nous dit très décevante adaptation de la série télévisée. Aucun charme ni atmosphère, une photo trop brillante, décor et reconstitution ratés, du mauvais cinéma hollywoodien, surenchère de cascades irréalistes et d'humour niais. Pas beaucoup d'indices, mais c'est un film que t'aimes bien. C'est un film que j'aime bien. KPDP toujours? C'est que du KPDP. Oui, c'est que du KPDP. Oui, d'accord, ok. Série télévisée, je vais penser à Zorro, forcément. C'est Zorro, ouais. Mais c'est la légende de Zorro, peut-être. C'est le masque de Zorro. Non, le masque de Zorro. C'est dur. Ouais, un peu dur, ouais. Ouais, c'est dur. Et puis, la musique, elle est incroyable de James Horner dedans. Et c'est bien réalisé par... Non, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Autant, non, mais s'il disait la légende de Zorro et il me disait la même chose, je disais ouais. Je trouve que le deuxième, c'est une version, mais cheap du premier. Incroyable. Ouais. La légende de Zorro, c'est le même réalisateur. Mêmes acteurs, et pourtant j'ai l'impression de regarder un téléfilm. Vraiment nul. Pourtant il y a Rufus Sewell qui est pas trop mal en méchant, mais... Ouais, je suis pas fan. Le premier est tellement bien avec Anthony Hopkins. Un autre visiteur qui nous dit « Quand le tonnerre s'abat sur un des chefs-d'œuvre d'une belle, ce sont tous les acteurs qui sont dans le cosmos. » Déjà la phrase, elle veut dire. Pas
Pas grand-chose n'est fait pour capter la rétine du spectateur, des acteurs peu convaincants au service d'un scénario et d'une mise en scène faiblarde, ou comment écrire et réaliser un film comme un piètre téléfilm de France 2. Si c'est André Hinebelle, je connais pas 15 000 films, mais c'est peut-être la version du coup avec Daniel Auteuil du Bossu. C'est exactement ça, Ouais. exactement cette version. Véritable amateur de KPDP, passez votre chemin, à moins que vous ayez une crise d'insomnie un de ces soirs. Pas de bronca, même si c'est du de broca. Philippe de Broca. Il a rajouté ça. C'est la même, c'est la suite, pardon, j'avais oublié de la lire. La suite. Bah oui, parce que c'est Philippe de Broca. Mais c'est Philippe de Broca, ouais. Oui, qui a des d'accord. trucs, donc il rajoutait ça. Ok. Un autre visiteur qui nous dit ça sent la daube, ça. Et ouais, impossible de se tromper. C'est bien une belle grosse bouse. Déjà un film adapté d'une attraction Disney. Bon, là, ça sent déjà un peu la merde. Quand même, il aurait pu faire un effort. Ils auraient pu faire pire, en adaptant les autotamponneuses ou la chenille. Bref, niveau scénar, on a droit à la classique chasse au trésor, soit. Mais alors, les acteurs sont énervants au plus haut point. Johnny Depp, pourtant, là, je pense que si je vais loin. Oui, d'accord, ok. Et ici, un épouvantail plus gesticulant qu'un chihuahua cocaïnomane. Orlando Bloom, mauvais, comme toujours. Seuls les effets spéciaux sont plutôt bien ficelés. Mais bon, ce film reste quand même, dans l'ensemble, totalement excrémentalesque. Ah ouais, d'accord, ok. J'avais jamais Pour entendu dire c'est cette de la expression. merde, mais... Excrémentalesque. Ok. Pas facile à dire déjà. Ça pourrait être un film. Après, le mentaliste, l'extrémentaliste. Excrémentalesque. C'est de la merde. C'est Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, c'était le 1. C'était le 1, oui. c'était Mais, dur. Dur, hein, ouais. Franchement, moi, en plus, Pirates des Caraïbes, ça fait partie des films aussi que j'aime bien de KPDP. C'est pas vraiment KPDP. Ouais, mais t'as des... c'est KPDP. Ouais, t'as quand même, ouais. El Bandito, qui nous dit très mauvais résultat que cette adaptation de jeux vidéo par les studios Disney. Est-ce que tu sais déjà ce que c'est? Adaptation de jeux vidéo par les studios Disney. Je fais des pauses parmi le générique. Vas-y, continue. Les effets spéciaux numériques sont de très basse qualité, le jeu des acteurs et des dialogues sont actuels et non de l'époque pressentie, l'humour infantile est lourd comme rarement, ne parlons pas du scénario, seule subsiste la beauté plastique du couple formé par Gemma Atherton et Jake Gyllenhaal. Ah oui, d'accord, donc c'est Prince of Persia. Métamorphosé, mais malheureusement dénué de charme et de Oui, charisme. d'accord. Prince of Persia, ou comment Disney maintient le spectateur lambda dans un cinéma nullement inventif. Et tu vois, je me rappelle plus que c'était un Disney. Avec Ben Kingsley qui joue le méchant. Un bon whitewashing sur ce Prince of Persia de la part de Disney aussi. C'était la fin. Tu t'en es plutôt bien sorti quand Ça même. va Simon. Ok, merci, c'est Je gentil. crois que tu les as tous trouvés. Hein. Oui. Ouais, non, putain, ouais, t'as été bon. Merci de nous avoir écoutés. Merci Simon, c'était très intéressant. Merci à toi, Ça faisait merci longtemps qu'on à voulait vous. faire cet épisode-là. Merci à vous qui nous regardez peut-être ou nous écoutez plutôt. Ça dépend l'heure. Ça dépend l'heure. En tout cas, on reviendra très bientôt pour des nouveaux épisodes. Vous pouvez également redécouvrir les anciens épisodes, bien entendu. Nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous aimez nos épisodes, n'hésitez pas à activer, à vous abonner, à activer la cloche, j'allais dire. Oui, si la plateforme le permet, activez la cloche, faites sonner la cloche. À mettre sur YouTube, autant en tout cas, d'étoiles ils que peuvent possible activer la sur... cloche. Comment ? Sur YouTube, ils peuvent activer la cloche. C'est vrai, on peut activer la cloche sur YouTube. Elle risque pas de sonner souvent, en ce moment. En ce moment, on fait pas beaucoup de contenu vidéo sur YouTube, mais ça viendra. Activez-la quand même le jour où on en fera, C'est ça. où vous serez les premiers avertis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec l'équipe. Merci Vincent qui est juste derrière la Merci caméra Vincent, de nous avoir ouais. filmé pour créer du contenu. Vous entendez sa petite voix. Je sais pas faire la goutte d'eau, mais il reviendra très bientôt pour nous parler de cinéma. Merci à tous et à bientôt. Tu savais que ils avaient tourné... Pourquoi j'ai remis le générique? T'as remis le générique là ? Attends, est-ce qu'on peut faire écouter aux personnes qui nous écoutent le nouveau générique ? Parce qu'en fait, on sort des fois des hors-séries C'est qu'on vrai. fait en solo. Qui va arriver, donc t'as un premier épisode à présenter prochainement. On a un premier épisode qui est même sorti, qui est donc Spider-Man Across the Spider-Verse. Si vous voulez le découvrir, il est juste derrière. Vous pouvez juste slider. Et on a un nouveau générique, et c'est celui-ci. Minable, 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 méga minable. Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con! Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix, mais mon choix est fait. Essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout.
Donc c'est un générique qui va nous permettre. Tu joues bien de la batterie. Ouais, j'ai des heures de préparation. Donc c'est Simon qui a préparé ce générique-là et ça va nous permettre aussi de faire des épisodes plus courts, donc d'une quinzaine de minutes sur des films qu'on vient d'aller voir. Donc nos réactions à chaud, pourquoi il faut aller le voir, pourquoi il faut pas forcément, pourquoi c'est pas obligatoire d'aller le voir. Exactement. Donc voilà, histoire de vous donner un peu notre ressenti sur les films qui sont en train de sortir. Exactement. Je peux mettre la bonne musique. Là, on peut remettre du coup la bonne musique. Donc et là, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode hors série, comme vous préférez. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous préférez. Et on se retrouve très bientôt. Ciao. Et attends, dis-moi. Tu sais qu'il y a une partie du tournage qui a été faite à Saint-Malo? Parce que nous, on est bretons, faut savoir. Oui, ils en parlaient l'avant-première. Saint-Malo, Ploua, Fort-la-Latte. Ça rigole pas, hein? Ah ouais, putain. Ouais. Par contre, dans les Côtes d'Armor, Ploua, c'est les Côtes d'Armor. Exactement. Okay. Voilà. Donc, les bretons, hein. Toujours au bon endroit. Cette mafia. Vous, les Bretons, c'est toujours pareil. Toujours les films, toujours vouloir de l'argent, toujours... Toujours le grand gueule, jamais le Mont-Saint-Michel. Hein. Jamais le Mont... C'est n'importe quoi, les Normands, là, les capes et les épées. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Votre cidre, il donne la chiasse. On va s'arrêter là-dessus. On s'arrête là-dessus? Ouais, okay. Allez.